Bonsoir Philippe, soyez le bienvenu sur Nurea TV. Bonsoir Guillaume. Je suis très heureux de vous recevoir sur notre modeste antenne. Comme je vous le disais en off, ça fait des mois et des mois que les Nuréens nous réclament votre présence. J'espère qu'ils ont révisé un petit peu, sinon ça va être compliqué pour eux. Et j'espère qu'ils sont déjà nombreux à avoir dévoré ce nouvel ouvrage, La physique du futur lumineux. Vous allez nous en dire plus forcément. Et ce soir, on va essayer de comprendre les tenants et aboutissants de vos travaux et en quoi tout ceci peut révolutionner notre manière d'appréhender déjà notre réalité, ça c'est déjà un bon point, et puis tout un tas de phénomènes. euh, les gens vont pouvoir utiliser ces travaux-là et cette caisse à outils que vous allez nous fournir pour décrypter tout un tas de phénomènes qui nous fascinent sur Nurea TV, et on va essayer de comprendre dans les grandes largeurs quels sont ces travaux. Avant cela, on va peut-être vous présenter, parce qu'il y a certainement certains de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes physicien et ingénieur. Euh, vous avez travaillé au CNRS jusqu'à très récemment, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce parcours dans le monde fascinant et terrifiant à la fois de la science? Euh, ben, à l'origine, je sors de Centrale Paris. J'ai fait un stage au CEA où j'ai étudié la mécanique quantique. Ensuite, j'ai fait une thèse de physique. Ensuite, je me suis lancé dans tout ce qui est numérique, les simulations de systèmes complexes, développement de réseaux de neurones, intelligence artificielle. Et ça a été ça mon milieu de carrière où j'ai été honoré pour ces travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ensuite, en fin de carrière, j'ai fait plutôt de la physique théorique pour essayer de valider scientifiquement tout ce que je racontais dans mes livres, qui est fondé sur la flexibilité de l'espace-temps. Voilà, enfin, en résumé très rapide. C'est déjà un bon début. Cette carrière scientifique, alors il y a eu tout un tas de publications, forcément, dans des revues, et puis aussi des livres qui sont, eux, sortis à destination du grand public. On va en découvrir quelques-uns. Excusez-moi les Nuréens, je crois, d'un Covid ou d'une grippe, un truc étrange. Si je tousse ou que je me racle la gorge ce soir, c'est à peu près normal. Je reprends donc sur ces ouvrages. Il y en a plusieurs qui sont sortis avant celui qui va nous intéresser ce soir. Le pic de l'esprit, la physique de la conscience, le grand virage de l'humanité, la route du temps. Ces ouvrages sont parus ces 10 dernières années à peu près, si je ne me trompe pas. Quel est le thème, le grand thème abordé tout au long de ces quatre ouvrages, puisqu'il y a des liens qui semblent évidents entre les uns et les autres? Je cherche à montrer que le concept de l'âme est scientifique, c'est-à-dire non pas démontrer parce que c'est un grand mot, mais rendre évidente l'existence de l'âme. Et comme partie expérimentale à cette affaire, expliquer le phénomène de synchronicité, le fameux kairos. Expliquer comment fonctionne l'espace-temps et pourquoi ça génère des hasards qui ne sont pas vraiment des hasards qui font bien les choses, on va dire. Mal, des fois. Ces livres-là, alors moi je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu l'occasion de les lire. J'avais pu découvrir une partie de vos travaux dans ce livre collégial, OVNI et Conscience, qui était à destination d'un public passionné d'ufologie, même si vous y parliez science, pardon, et science des ovnis, entre autres. C'est les livres qu'on vient de citer. Il y a une phrase qu'on retrouve dans le nouvel ouvrage, en tout cas une scène où le personnage principal, Luc, a l'air mécontent face aux critiques reçues par son dernier ouvrage, qui dans le livre s'intitule La science de la conscience vibratoire, ce qui fait étonnamment écho à votre livre La science de la conscience, et qui apparaît comme étant mécontent de l'accueil réservé à cet ouvrage, et qui semble penser que le côté peu accessible en termes de compréhension de l'ouvrage, en tout cas complexe, fait que les propos sont déformés, mal interprétés par le public et par la communauté scientifique, et qu'au final l'effet escompté n'est pas là. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la réalité et que vous avez eu l'impression sur vos premiers ouvrages d'avoir été incompris ou du moins mal compris? Alors non, pas moi, ça concerne, on le voit à la fin de l'ouvrage, ça ne me concerne pas. Ça, c'est ce qui est arrivé à Olivier Costa de Beauregard, qui est le physicien père du concept de rétrocausalité.
lors de la thèse d'Alain Aspect, le fameux physicien français qui a reçu l'année dernière le prix Nobel pour ses travaux sur l'intrication quantique. Et pendant cette thèse d'Alain Aspect, donc ça remonte à 1981 ou 80 si je ne m'abuse, normalement Costa de Beauregard, qui était à l'origine du sujet de thèse, aurait dû être invité dans le jury. Il ne l'a pas été. Il a été marginalisé parce que à cette époque, on faisait un peu trop facilement un lien entre la rétrocausalité et la parapsychologie, et la parapsychologie faisait peur à tout le monde. Et donc, je reprends cette histoire parce que du coup, ça a généré une censure qui aujourd'hui s'avère fausse, c'est-à-dire qu'il avait raison. C'est-à-dire qu'on redécouvre aujourd'hui, durant ces dernières années, le concept de rétrocausalité comme étant très sérieux en physique. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'au-delà de ça, un personnage de fiction que j'appelle Luc, qui est un petit peu mon alter ego dans le futur, celui qui va faire ce que moi, étant récemment à la retraite, je ne vais pas faire, je me suis un peu projeté. Lui découvre donc des principes fondamentaux qui viennent rendre la physique enfin complète, c'est-à-dire enfin déterministe. Enfin bon, je passe sur l'explication. Et et dans sa thèse, donc, et ces principes fondamentaux revalorisent la conscience, font que la conscience est enfin introduite en physique, mais il ne subit pas la censure parce que son directeur de thèse apprend au dernier moment que l'interprétation des travaux de Luc, de sa thèse, ouvre cette ouverture à la conscience, et donc il n'y a pas tous les journalistes qui débarquent lors de la thèse, il n'y a pas cette sélection au niveau du jury de thèse qui fait que ces travaux sont censurés, et donc ça prend la communauté scientifique par surprise. Et c'est un peu le thème du livre, c'est-à-dire qu'en 2036, même ça commence en 2034, la communauté scientifique est prise par surprise parce qu'elle apprend, grâce aux travaux d'un jeune Luc, que la conscience intervient de manière fondamentale en physique parce que l'espace-temps, et ça je vais expliquer, est essentiellement gouverné par le vide, c'est-à-dire que les modifications des lignes temporelles, les modifications du futur, hein, ceux qui sont perpétuels, et ça je vais devoir l'expliquer, sont dues essentiellement à l'action du vide sur le réel, c'est-à-dire à l'action de la conscience sur le réel. Donc c'est le thème de cet ouvrage. Le point qui vous fait démarrer et vous intéresser à ce domaine de recherche, vous en parlez dans le livre, vous parlez d'un livre, alors c'est Phil, l'un des personnages, mais ce personnage c'est vous, c'est un personnage autobiographique qui parle du livre d'Arthur Koestler, Les racines du hasard, un livre qui vous a marqué et qui vous dites qu'il vous fait naître chez vous la vocation de travailler sur le hasard avec l'ambition de comprendre les mécanismes de l'espace-temps qui pouvaient lui donner un sens. Oui, parce que en fait, bon, d'une part, depuis mon très jeune âge, depuis l'âge de 14 ans, je suis sensibilisé, j'ai lu des philosophes, Descartes en premier, j'ai aussi découvert des travaux de la physique de l'époque, bon, beaucoup de physique quantique, et j'ai découvert le fait qu'il y avait un lien entre la quantique et improbable suspecté, il n'y a rien de sûr, entre la quantique et la conscience, et notamment le hasard, parce que c'est le hasard qui intervient dans ce qu'on appelle l'observation, paradoxe de l'observateur en mécanique quantique, qui est un hasard très très spécial, puisque selon Einstein, qui le refusait, ce serait comme un dieu qui joue au dé, hein, c'est-à-dire c'est un hasard sans causalité, c'est pas un hasard issu de notre ignorance des causes. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé l'esprit, et lorsque j'ai découvert le livre Les racines du hasard, vers l'âge de 20 ans, hein, peut-être même un peu avant, enfin ouais, entre 18 et 20 ans, et ben je me suis dit, mais vraiment, et en plus l'informatique commençait à pointer du nez, vraiment il va falloir que je travaille il va falloir que j'acquière des compétences de physicien pour pouvoir
un jour travailler sur le hasard pour saisir le fin mot de cette histoire de hasard qui vient mettre son nez en physique et qui ramène la conscience du coup. Du coup, le domaine d'investigation autour de ce qu'on appelle le chaos, c'était une voie logique pour pénétrer cette thématique? Voilà, parce que j'ai beau avoir étudié la mécanique quantique, je pensais pas que c'était par ce biais-là que j'allais étudier ce hasard-là, parce que c'est vraiment très très spécial, parce que en plus je pensais que c'était un hasard qui avait cours à l'échelle macroscopique, hein, pas à l'échelle quantique. Hein. Je pensais que ça concernait toutes les échelles. J'avais fait des expériences d'influence de la conscience sur le hasard. Et donc je me disais que c'était plutôt par l'intermédiaire du chaos, qui est le second thème en physique, qui ramène un hasard un peu spécial. Il y a le quantique, mais il y a aussi le chaos, parce que le chaos, il est tellement sensible aux conditions initiales que ça descend dans l'infiniment petit pour savoir qu'est-ce qui détermine le hasard, et finalement, il n'y a rien qui le détermine, puisqu'il n'y a pas d'infiniment petit. C'est-à-dire, dans l'infiniment petit, il y a des vibrations quantiques, il y a des fluctuations quantiques, donc on se retrouve avec la même histoire de hasard sans causalité, de hasard sans cause. C'est-à-dire, en quantique, on a un hasard sans cause, et avec le chaos, on retrouve encore ce hasard sans cause. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé, alors que c'était même pas le thème du laboratoire dans lequel j'avais été recruté, dans le laboratoire du CNRS dans lequel j'avais été recruté en tant qu'ingénieur. J'ai fait des travaux qui m'amenaient plutôt à étudier la théorie du chaos. Voilà, donc c'est pour ça, pour répondre à votre question, oui, c'est bien pour ça que j'ai étudié le chaos. Si j'essaie de comprendre et de résumer ce que vous nous dites autour du hasard, ce que vous commencez à nous expliquer, le vrai hasard, tel que nous on le définit, euh, pauvre moldu, néophyte de la science, n'existe pas vraiment? Alors bon, le vrai hasard n'existe pas vraiment. Alors c'est quoi le vrai hasard? Alors moi je définis 4 formes de hasard, pour qu'on y voit clair. Allons-y. Il y a le hasard qui est un faux hasard, qui est la projection, c'est-à-dire on croit qu'il arrive quelque chose par hasard et donc on le comprend pas, mais en fait il n'y a rien à comprendre, c'est juste qu'on est en train de projeter mentalement quelque chose qu'on a dans la tête et effectivement dans la réalité bon, on a l'impression qu'il y a une coïncidence alors qu'il n'y a rien, c'est juste une projection. Il y a une deuxième forme de C'est hasard une sorte de quiproquo alors. oui, c'est-à-dire qu'on vient lire dans la réalité, on a l'impression que la réalité nous envoie des signes alors qu'il n'y a rien, c'est juste qu'on projette, on se leurre en pensant que... Donc Si ça on, c'est un hasard. si on prend un exemple concret sur ce type de hasard, on est habitué de ce qu'on appelle les heures miroirs, et je sais qu'il y a eu un grand mouvement à une époque de gens qui faisaient très attention aux heures miroirs en pensant que à chaque fois qu'on voyait une heure miroir sur l'horloge du radio réveil, c'était une sorte de signe, un message envoyé par une dimension autre. Là, Oui, on est dans l'exemple de ce hasard, de celui qui focalise et qui du coup voit des signes et des hasards là où il n'y en a pas, mais parce qu'il essaie d'en voir, il en verra forcément. exactement. Donc là ça commence par une projection, les heures miroirs, et à force de penser qu'on est quelqu'un qui voit des heures miroirs, du coup ça crée cette réalité-là. Hein. Donc D'accord. ça reste un faux hasard. Il ne faut pas y voir de signification. Ensuite, il y a les hasards qui sont issus de notre ignorance des causes. C'est-à-dire, on ne sait pas, on vit quelque chose de surprenant qu'on ne comprend pas, on croit que ça vient nous parler, alors que non, on n'a juste pas compris qu'il y avait une fête foraine ou qu'il y avait quelque chose dont on n'était pas au courant et qui vient expliquer très rationnellement ce qui arrive. Donc là, c'est un hasard qui a une origine déterminée. Là, on peut parler de déterminisme. Exactement, c'est un hasard qui est encore issu de notre ignorance des causes, qui a des causes. Les deux hasards dont je viens de vous citer ont des causes. Ensuite, on rentre dans la catégorie les deux autres hasards rentrent dans la catégorie des hasards qui n'ont pas de cause, en tout cas pas de cause passée. Ce sont les coïncidences. Les coïncidences, ça arrive et il ne faut pas chercher d'explication. Il faut commencer à chercher des explications que lorsque ça arrive en série.
Là, lorsque ça arrive en série, il est probable qu'effectivement on soit à l'origine de ça, mais sans qu'il y ait de projection. Et donc là, bon, ben, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, parce que si le sens ne vient pas naturellement, émotionnellement nous impacter, il ne faut pas chercher, sinon on devient fou. Et puis, il y a les synchronicités où là, il n'y a pas de problème, puisque alors, on a affaire à des coïncidences sans cause, qui n'ont pas, même une série de coïncidences, mais qui cette fois-ci ont un sens, puisqu'elles semblent répondre à une problématique qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a aucun souci pour les interpréter, et c'est comme si l'univers nous parlait. C'est-à-dire que c'est comme si on recevait effectivement une guidance. Et donc ça existe. Et ça fait intervenir cette fameuse rétrocausalité, hein. Donc c'est ma théorie, c'est-à-dire que ça fait intervenir une influence du futur sur le présent. Bon, mais là, donc il faudrait que j'explique qu'est-ce que c'est que cette histoire d'influence du futur. Mais ça, on va y venir et ce soir, on va prendre le temps. Comme je vous ai dit, le but, c'est que on sorte tous de cette émission avec une vision un peu plus claire de cette théorie qui, de prime abord, peut sembler complexe. Mais quand on met bout à bout, il me semble que tout ceci fait un sens qui est assez déroutant, mais qui est important à saisir. On va repartir sur d'autres concepts, on va les éplucher un peu au fur et à mesure, et je pense qu'on y verra plus clair. Déjà, parlons d'espace, de temps et de matière. Vous nous dites dans le livre, nous avons depuis des temps immémoriaux une vision fausse du réel qui a été renforcée ces derniers siècles par notre éducation et une science trop mécaniste. Excusez-moi. L'idée fausse est que notre monde serait fait d'objets matériels qui évoluent au cours du temps. Le temps n'existe pas, le réel n'existe pas sans avoir été observé ou relié à quelque chose qui a déjà été observé. C'est ce qui a donné en physique une place à la conscience. C'est-à-dire qu'en dehors de l'observateur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de matière. Oui. Alors là, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a une partie qui est tout à fait, qui est pas de moi, hein, qui est un mouvement en physique qui reconnaît que le fait que l'espace pourrait ne pas être existé, mais simplement être émergent, ainsi que le temps. C'est-à-dire que il n'existerait que les relations entre les objets, et l'espace serait quelque chose qui ne serait pas fondamental, mais qui émergerait à partir d'un univers d'information, on va dire. Euh, et ça peut se comprendre, hein. Si vous définissez, si un objet se définit par rapport aux autres objets, par sa distance, son angle, etc., toutes ces choses-là, vous finissez par reconstruire un espace. Il n'y a pas besoin d'un espace sous-jacent, primaire, hein. C'est-à-dire l'espace émerge naturellement du fait qu'il y a des objets. Et on a juste besoin, on n'a pas besoin de contenants. En tout cas, on n'a pas besoin de contenants qui existent réellement. On a besoin du contenant qu'est la conscience. Et là, on rentre dans mon interprétation. En fait, il y a pas on n'est pas dans un espace alors infini au sens une matrice infinie sur laquelle les choses viendraient se superposer et exister. Voilà, on est uniquement dans une réalité où il y a des objets, et c'est la conscience de ces objets qui construit l'espace. Ça, c'est la palisse, ou même Descartes qui disait je pense donc je suis, c'est je pense donc je suis conscient. C'est la conscience qui reconstruit cet espace qui est le contenant à l'intérieur duquel se trouvent les objets de l'univers. Et ça, donc là, ça c'est mon interprétation. Après, le fait de dire que l'univers n'est pas construit d'objets qui évoluent au cours du temps, ça n'aime pas de moi, c'est quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises chez Carlo Rovelli, qui est un grand physicien largement reconnu internationalement et qui est lui, qui est celui qui justement nous dit que l'espace et le temps sont émergents. Voilà. Pour l'espace, c'est relativement clair comme vous venez de nous l'expliquer. Pour le temps, et je pense que je ne suis pas le seul, on a comme un problème de logiciel intellectuel qui fait qu'on se heurte à un mur et qu'on est tous prêts à acquiescer bêtement et sagement devant un tenant du savoir quand il nous dit que le temps n'existe pas. On a du mal à appréhender cette notion-là et à la faire nôtre. Est-ce que vous avez des mots simples pour nous expliquer, pour nous faire Oui. comprendre et ressentir que le temps
n'est qu'une création de l'homme et n'a pas d'existence à proprement parler. Oui, alors là, c'est le plus important, donc il faut bien écouter. On est tous oui. Part du changement de notre conception du temps. Quand on dit que le temps n'existe pas, ça ne veut pas dire que le temps ressenti n'existe pas, évidemment. Ça veut dire que l'idée selon laquelle notre futur n'est pas encore créé, elle est fausse. Notre futur est déjà créé. Okay, tout comme notre passé est encore là. Okay, alors, mais notre futur n'est pas créé ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas changer. Donc là, il faut que j'utilise des métaphores pour aider à faire passer cette idée. Bon, cette idée, c'est pas de moi, hein, ça vient à la fois de la relativité et aussi de la mécanique quantique. Hein. Si on fait converger les deux, on arrive obligatoirement à ce genre de conclusion sur le temps. J'utilise plusieurs métaphores, parmi lesquelles la meilleure métaphore, c'est celle du GPS. C'est celle que tout le monde comprend le plus facilement. C'est celle du GPS, c'est-à-dire que notre futur est déjà réalisé sous la forme d'un multivers de possibles qui existent réellement. Appelons ça des archétypes, mais reliés entre eux. Hein, c'est-à-dire, imaginez une carte d'un territoire avec des villes, tout ce que vous voulez, et toutes ces villes sont reliées entre elles par des routes, etc. Et lorsque vous voulez aller d'un point à un autre dans un territoire, vous traversez la France par exemple, vous allez traverser des villes et vous allez suivre la trajectoire d'un GPS. Donc vous ne dites pas que Orléans n'existe pas, que Paris n'existe pas, vous êtes à Marseille, mettons. Vous ne dites pas que Lyon n'existe pas, que la route qui entre Lyon et le Puy n'existe pas. Vous ne dites pas des choses comme ça. Tout existe, ok. Et en plus de cela, il y a votre GPS qui vous indique le trajet pour aller à destination. Et vous ne dites pas que cette destination n'existe pas. Et donc maintenant, vous êtes capable de comprendre que pendant que vous êtes en train de faire ce trajet, bien, la trajectoire de votre GPS peut changer parce qu'il peut y avoir un embouteillage par-ci, parce que vous pouvez vous-même ne pas suivre la dame du GPS et elle va recalculer, parce que votre destination peut, on ne sait pas trop comment, changer. Et dans ce cas-là, voilà, la trajectoire de votre GPS, c'est l'équivalent de votre ligne de temps future actuelle. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair ? C'est très très clair. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas simplifier plus que cela, et ça, je vous en remercie. Ça veut dire que ce fameux GPS, c'est notre conscience ? Alors, non. Non. Le GPS, c'est quoi? C'est le logiciel qu'on utilise pour cheminer? C'est le grand calculateur de l'univers, si on veut dire. D'accord. Donc le GPS, il nous dépasse. La causalité améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les physiciens prétendent calculer le futur. Ok. Les physiciens prétendent calculer le futur. Ils ont les équations pour calculer le futur. Bon, ils n'y arrivent pas parce que il y a des problèmes techniques. C'est pas assez précis. Mais à l'époque, on parlait du déterminisme laplacien, c'est-à-dire on disait s'il y a un démon qui connaît tous les détails de l'univers, il est capable de calculer le futur. En gros, si on a tous les paramètres, voilà. On rentre tout ça dans l'équation et on a le point d'arrivée. Voilà, ça c'est le déterminisme laplacien. Je propose de remplacer ça par un déterminisme amélioré qui n'est pas si déterministe que ça, et qui dit que ce qu'on est capable de calculer, ce que les calculs de la causalité font, c'est pas un futur déterministe, c'est un multivers de possibilités. Et il y a un autre calculateur plus hors causalité, mais plus subtil, qui lui calcule la trajectoire de notre GPS. Si vous voulez, c'est comme une surcausalité. Il y a une causalité hors du temps qui s'ajoute à la causalité que l'on connaît, qui permet de calculer notre futur, parce que notre futur existe déjà, parce qu'on peut théoriquement y voyager, et même pratiquement, on pourrait y voyager si on avait la technologie adéquate, y compris théoriquement dans le passé. Bon. Donc, il faut bien que notre futur existe pour qu'on puisse y voyager en théorie.
Et ça ne pose pas de problème à partir du moment où il s'agit d'une ligne de temps qui s'assimile à une trajectoire qui peut changer. Il n'y a pas à être offusqué par ça. D'accord? Et et je voulais rajouter le fait que, bien entendu, la physique aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de décrire ça parce il faudrait rajouter un autre temps, il faudrait utiliser le temps réel, que j'appelle le temps cybernétique, qui est le temps dans lequel tout ça, ça se déploie hors du temps. Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas décrire la trajectoire d'un GPS en train de changer à l'intérieur d'un multivers avec des calculs tels qu'on les fait actuellement. Il faut utiliser une physique beaucoup plus étendue, beaucoup plus large, qui va permettre de faire ces calculs-là. Et si on veut se la représenter, cette physique-là, il faut introduire un vrai temps, qui n'est pas le temps ordinaire. Le temps ordinaire, bon, alors je pars dans une autre métaphore. Imaginez que notre futur, ce soit, vu que notre réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit, ce soit un flux d'informations qui nous vient du futur. Puisqu'après tout, tout est conscience, et ce qui nous arrive à la conscience, c'est un flux d'informations qui vient du futur. Puisque le futur est déjà réalisé, il est plus rationnel de dire que nous vivons à l'intérieur d'un flux d'informations qui nous vient du futur. Donc imaginez ce flux comme ça, là, d'accord? Je le simplifie au maximum. Moi, je suis au centre de ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de futurs possibles, il y en a qui viennent de là, 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 et ils viennent tous se rejoindre dans un goulot d'étranglement qui est celui du présent. Et le présent, la conscience va sélectionner une seule réalité. On appelle ça le solipsisme convivial, qui est une théorie d'un physicien français très sérieux qui s'appelle Hervé Zwirt, et qui nous dit que nous vivons dans un multivers quantique et que c'est la conscience qui, via le cerveau, alors il y en a qui disent non, c'est le cerveau, mais enfin bon, vient sélectionner ce que nous allons vivre à l'intérieur du multivers. Parce que le cerveau n'est pas capable de vivre de multiples réalités. La conscience, oui, mais le cerveau, non. Donc le cerveau vient sélectionner une seule réalité qui va être la réalité collective. Après, le choix est peut-être fait par la conscience, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, vous voyez bien que dans ce processus-là, où le présent se crée parce que l'information vient du futur, et il y a quand même des choix qui sont faits dans le présent, vous voyez bien que dans ce processus-là, il y a un autre temps qui intervient et qui n'est pas le temps illusoire que l'on connaît. D'accord ? Et la physique a besoin d'appréhender ce nouveau temps pour évoluer. Et moi, c'est ce que j'ai découvert à travers mes travaux. Et c'est là que, voilà. Quand vous nous dites la conscience, c'est la conscience qui va choisir une de ces lignes temporelles, est-ce que on parle d'une conscience individuelle ou est-ce que ce qu'on pourrait appeler une conscience collective a aussi un pouvoir d'action là-dessus? Puisqu'on vit tous la même réalité, du moins on a l'impression de vivre quelque chose de manière homogène, collectivement. Alors c'est la conscience individuelle, mais aussi la conscience collective via le fait que la conscience collective a un impact sur les consciences individuelles. Mais c'est quand même la conscience individuelle qui fait le choix, mais elle ne fait pas le choix dans le présent, enfin, les choix sont déjà faits si on peut dire, j'y reviendrai, elle fait essentiellement le choix là où c'est possible, c'est-à-dire dans le futur. Parce que dans le futur, il y a bel et bien de multiples possibilités. Et la conscience a cette propriété, d'après moi, cette capacité de moduler les probabilités de manifestation du réel. Si par exemple, cette semaine, je peux très bien m'acheter un billet d'avion pour aller en Martinique. D'accord ? Je cite cet exemple dans le bouquin. Donc le multivers est obligé de créer un univers dans lequel je vais en Martinique cette semaine. Parce que c'est tout à fait possible. Si jamais je suis têtu, je vous le prouve et je prends ce billet d'avion et j'y vais en Martinique. D'accord ? Si jamais on me prend au défi. Donc du coup, l'univers serait obligé de créer cette possibilité. Sauf que je ne vais pas aller en Martinique. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas décidé d'aller en Martinique, je vais faire autre chose. Donc vous voyez bien que le multivers a tout intérêt à se servir du fait, à se servir de mon intention, qu'est-ce qu'il y a dans ma caboche, pour éviter de perdre son temps à calculer une réalité dans laquelle je ne vais pas aller. Ok ?
Mais par contre, je suis OK pour dire que bah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et à chaque fois que je manifeste une intention qui est OK pour moi, eh bien, je potentialise ces réalités-là dans le futur. Mais après, il y a la mécanique hors du temps qui intervient pour dire ah ben ça c'est possible, ça c'est pas possible, ou alors ça va falloir t'attendre. Alors la potentialité elle continue de tourner dans l'espace-temps puisqu'elle elle a existé, tu l'as pas éliminée. Enfin, voilà. Quand on dit que c'est cette information venue du futur qui nous aide à y parvenir, est-ce que c'est de ça dont on parle quand on parle de rétrocausalité? Oui, oui. Alors il faut pas confondre avec la rétrocausalité quantique. Hein. La rétrocausalité quantique, c'est, elle a c'est pas une vraie rétrocausalité dans la mesure où tout est simultané. En mécanique quantique, une particule, elle n'est pas encore dans l'espace, elle n'est même pas encore dans le temps, et ce qui arrive n'est pas encore intégré dans l'espace-temps, et on peut considérer qu'on a une ligne de temps, et ce qui arrive dans le passé est simultané avec ce qui arrive dans le futur, en mécanique quantique, tant que ça n'est pas observé. Et d'ailleurs, de grands physiciens comme Alain Cohen citent souvent le fameux paradoxe, enfin, c'est pas un paradoxe, oui, c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre en compte. C'est-à-dire que si vous avez de la lumière qui vous vient depuis des milliards d'années, depuis des étoiles qui se sont très loin dans l'espace, et si cette lumière contourne un objet massif, un quasar qui vient dévier la lumière, et finalement, au lieu de partir dans des directions différentes, cette lumière qui vient de très loin, elle arrive sur la Terre en étant issue de directions différentes, mais finalement du même point, eh bien, elle va subir, elle va interférer avec elle-même, et on peut mettre un système pour fabriquer un réseau de franges d'interférence. Parce que les endroits d'où sont issues la même lumière qui n'a pas encore choisi son parcours, puisque c'est quantique, vont être superposés. C'est-à-dire que les trajectoires qu'a suivi la lumière qui a été ainsi potentiellement contournée par ce quasar ou autre chose, ou ce trou noir, ou je ne sais quoi, vont fabriquer un système de franges d'interférence tant que ça n'est pas observé. D'accord. Mais si c'est observé, à ce moment-là, c'est comme dans l'expérience de forme de Young, il n'y aura plus qu'une seule trajectoire qui sera sélectionnée. Et donc là, on peut dire que l'observateur a modifié carrément le passé, puisque l'observation a déterminé par quel trajet était passée la lumière pendant des milliards d'années. Quand même, c'est pas rien. L'observateur, en quelque sorte, il fige la réalité? Voilà. Alors, on ne sait pas si c'est l'observateur. On ne sait pas. Alors, l'observateur, c'est pas une caméra. Hein. C'est-à-dire qu'on a le même problème avec une caméra. Tant qu'il n'y a pas un observateur conscient qui a observé, on reste dans un multivers de possibilités. C'est le fameux chat de Schrödinger. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, eh bien, on ne sait pas si le chat est mort ou s'il est vivant. Parce et la meilleure façon d'expliquer ça aujourd'hui, qui n'est pas la mienne, hein, c'est les physiciens qui disent ça, c'est la théorie du multivers. C'est-à-dire qu'il y a il y a un univers où le chat est vivant, il y a un univers où le chat est mort. Mais nous ne pouvons vivre qu'une seule de ces réalités. D'accord? Ouais. Cette expérience de Schrödinger a l'avantage de nous expliquer les choses simplement avec deux potentiels futurs et pas des potentiels infinis tels que ça se présente à nous. Parce que Et si... on est obligé d'accepter l'infinité des potentiels. Hein. Le multivers quantique, il a une infinité de potentiels et c'est quand même assez choquant hein, pour l'esprit humain de se dire qu'à chaque fois que, par exemple, un rayon lumineux traverse un miroir semi-transparent, donc soit il est réfléchi, soit il est transmis, en fait c'est les deux à la fois, donc à chaque fois, c'est quand même assez choquant de se dire qu'à chaque fois il se crée un univers. Hein. Donc là, les physiciens ont un gros problème à résoudre parce qu'il se crée une quantité d'univers absolument pas raisonnable, quoi. à y laisser quelques neurones. Des plumes surtout. Et donc, moi, je n'interprète pas les choses comme ça.
Et c'est pour ça que je dis qu'il y a la conscience qui joue un rôle. Je parlais de la Martinique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, le grand calculateur de l'univers ne va pas créer des univers qui ne correspondent pas à quelque chose, une potentialité qui est dans la conscience. Voilà, c'est ça que je dis. D'accord. Et je vais expliquer autrement, mais bon, on verra plus tard. On va essayer d'aborder d'autres concepts forts autour de cette théorie. On chemine en direction d'un futur pour qu'à un moment, cette route soit déviée et qu'on dévie sur une autre ligne temporelle qui n'était pas forcément celle sur laquelle on cheminait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe en route? Vous parliez tout à l'heure avec l'exemple du GPS d'un bouchon. On verra d'ailleurs si le bouchon il a été déterminé, s'il a une vraie cause ou s'il faut chercher une raison ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il advienne sur le chemin pour qu'on emprunte une autre ligne temporelle? Il faut qu'il advienne un choix. C'est-à-dire que normalement, le futur est déjà programmé par le fait que nous sommes un collectif humain et que nous allons tous vivre la même réalité, et donc il y a des choses qui vont se faire, d'autres qui vont pas se faire, mais malgré tout, à l'intérieur de ce fouillis, on va dire, de cette immense, à l'intérieur de cet espace-temps, malgré tout, on peut quand même avoir des degrés de liberté, parce que par exemple, si je vais demain à la boulangerie à pied plutôt qu'à vélo, quoique ça va pas déstructurer l'univers entier, d'accord? Je vais pas faire s'effondrer l'espace-temps parce que je vais à la boulangerie à pied plutôt qu'à vélo. Hein, personne n'y verra que du feu. Je vais peut-être pas écraser ou pas certains insectes sur la route. Bon, mais ça c'est encore à une autre échelle, etc. Ça va pas changer l'espace-temps. On est d'accord? Il y a des choix dans notre quotidien, on n'a pas l'impression, même nous, notre futur à moyen et à long terme, on n'a pas l'impression que ça va l'impacter. Voilà. Par contre, si dans mon futur, il y a un potentiel qui a besoin que je me casse la figure à vélo pour se réaliser, eh bien, je vais augmenter le risque d'accident. C'est-à-dire que si ça va même m'inciter à faire le choix d'aller à vélo. Ok? Donc là, il y a un choix qui est fait, mais qui dépend pas véritablement de nous, parce que en fait, ce qui s'est créé d'avance, c'est le fait que bah, là, mon vieux, puisque tu t'es créé un potentiel dans lequel tu vas avoir un accident parce que tu n'es pas aligné, parce que tu es désaligné, et ben, tu vas voir, tu vas choisir d'aller à vélo et puis il va t'arriver ce qui t'arrivera, et voilà, d'accord? Donc là, il y a eu un choix qui a été fait, mais qui n'est pas un choix, d'accord? Parce que en gros, le choix a été fait dans le futur. Hein. Donc là, je prends quelque chose un exemple de base qui fait intervenir un conditionnement de la conscience qui a créé, sans s'en rendre compte, un potentiel négatif dans son futur. Et alors évidemment, si elle est prudente, si la personne est prudente et ne fait pas le choix de prendre son vélo, ça ne va pas arriver, ou ça va trouver un autre moment pour arriver. C'est-à-dire que si vraiment ou alors elle va changer d'état d'esprit et l'accident va s'éliminer dans son futur. Il faut s'habituer à l'idée que dans notre futur puisse se créer des choses avant même, bien avant qu'on y arrive, et que ces choses puissent se créer pendant un certain moment et puissent ensuite s'évanouir si jamais quelque chose entre-temps a modifié notre état d'esprit. Ok? Et donc, alors par contre, au niveau de ce qui est le plus intéressant, c'est que si nous avons des rêves, si nous entretenons, certains diront de bonnes vibrations, mais là, il faudra qu'on en reparle, hein, parce que bonne vibration, c'est pas forcément une vibration positive. Hein. Donc là, il faudra qu'on en reparle, Guillaume. Une nuance importante. Oui. Bonne vibration, et donc on réalise le rêve qu'on a se réalise dans notre futur. Et là, pour arriver à se manifester dans la réalité, il va bien falloir, alors qu'on a un futur autre, hein, il va bien falloir qu'à un moment donné, ben, on bifurque, hein, qu'on ne suive pas, qu'on suive la nouvelle dame du GPS ou qu'on la suive pas. Bon, mais disons qu'à un moment donné, il y a un signe qui nous indique la voie à prendre.
Alors, il peut y avoir deux cas là. Soit on est toujours dans la vibration qui a créé cet événement dans le futur, et lorsque va se présenter l'opportunité de faire un choix, on va trouver ça évident. Et il n'y aura même pas besoin de synchronicité. Ça s'appelle la chance. Hein, il n'y a pas de synchronicité. Quand on a de la chance, c'est de la chance, c'est pas forcément une synchronicité. Et il y a le deuxième cas où on n'est pas forcément toujours dans la vibration qui a créé ce futur-là, mais il va se présenter au moment où on peut bifurquer, eh bien, une synchronicité qui va nous réveiller. Et donc, il va s'adresser au mental. C'est-à-dire que comme ce futur est toujours là, prégnant, pour arriver à nous réveiller, il a besoin de créer un hasard qui va manifester quelque chose qui va nous éveiller. Et donc ça, c'est le passage du kairos. C'est la synchronicité. C'est le signe qui vient nous éveiller à la présence d'une bifurcation. Le message qui vient nous dire attention, là, normalement, tu aurais dû faire ça, mais tu as la possibilité de ne pas le faire. Et si, à ce moment-là, tu suis le signe, tu suis la guidance, c'est à ce moment-là que l'espace-temps change de configuration. Donc c'est vrai synchronicité, et encore une fois, pas celle qu'on cherche. On l'a vu tout à l'heure, justement, on parlait du hasard et, euh, et de ces fameuses heures miroirs que certaines prennent pour des signes, mais Oui. à trop y faire attention. Mais certaines synchronicités qui nous... Est-ce qu'on peut dire que ces synchronicités nous émeuvent, en tout cas nous touchent en plein cœur quand on les perçoit, ou Oui. intuitivement on sent qu'il y a quelque chose de fort qui nous parle vraiment, et c'est ces synchronicités qui en gros nous envoient le petit signal: oh mec, si tu veux changer de route, c'est maintenant. Exactement. Il y a deux critères. Il faut que l'événement soit improbable, hein, et il faut qu'on ressente une vive émotion, une émotion qui nous paraît claire qu'on doit y aller, même si ça paraît irrationnel. D'accord. Et je reviens sur ce que tu disais, effectivement, il ne faut pas confondre avec le fait que notre mental est créateur. C'est-à-dire que euh, le fait que on finisse par produire, comme moi je l'ai fait, par exemple des séries de 22 ou des heures miroirs ou n'importe quoi, ça vient du fait que notre mental est créateur. Ça, il ne faut surtout pas chercher à y voir des signes, c'est une erreur. D'accord. C'est-à-dire que si on pense, mettons au départ quelque chose qui est une projection. Si on pense qu'on est quelqu'un qui n'arrête pas de rencontrer des chiens sur son trajet, enfin bon, n'importe quoi. D'accord. Si on pense que, eh bien, on va finir par ne rencontrer que des chiens sur son trajet, et il n'y aura pas de signe là-dedans. C'est juste parce que on a investi son futur avec l'idée que on ne rencontrait que des chiens. Donc, du coup, on a sélectionné dans le futur un futur où on ne rencontre que des chiens. D'accord. Et c'est pas quelque chose qui va nous permettre de gagner de l'argent. D'accord. C'est pas quelque chose qui va nous permettre de gagner de l'argent, bien que ça puisse y contribuer. Mais là, la chose est quand même beaucoup plus compliquée, et il ne faut pas confondre la synchronicité qui vient du fait que ce qu'on a investi dans notre futur vient de notre soi, et la pseudo-synchronicité qui n'en est pas une, qui vient du fait que ce qu'on a investi dans notre futur, ça vient de notre mental. Parce que notre mental n'arrête pas de nous jouer des tours, et notre mental va nous inviter à faire ce qui est déjà programmé dans notre futur et qui n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est que lorsque on a, là c'est fondamental, hein, on a capté la vibration de notre soi, et donc là il faut parler de notre âme, il faut parler de notre guide, il faut parler de tout ça. Ce n'est que lorsqu'on a capté la vibration de notre soi, parce que c'est pas nous qui choisissons notre futur, nous sommes le pilote, nous sommes le moi, le pilote de notre vie, mais on n'est pas celui qui a déterminé le sens de notre existence. On est bien incapable de connaître le sens de notre existence avec notre mental. Il faut vivre quelque chose de transcendant. Il faut acquérir la foi parce qu'on a vécu une expérience hors du commun. Il faut comprendre que notre existence ne se limite pas à cette vie-là. Donc quand on comprend que on est sur Terre pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose qui nous dépasse, à ce moment-là, on est capable de se relier à notre soi, et à ce moment-là, notre soi
lui, il va nous envoyer la vibration qui correspond au futur qu'il souhaite pour nous. Et là, ça va être magique, parce que s'il nous a envoyé ça, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Donc c'est là qu'on va faire de la magie. D'accord? Alors qu'on ne fera pas de la magie avec un mental qui a envie de se faire du pognon ou qui voit des chiens partout, etc. Mhm. Voilà. Quand vous dites ce soi, on entend parler des fois dans certains milieux ésotériques ou de développement personnel, un terme très à la mode, on parle de notre part divine. Est-ce qu'on pourrait le Oui, rapprocher de ce fameux soi, c'est-à-dire une part de nous qui nous dépasse et qui, elle, a déjà la trajectoire en tête, et qui on pourrait complètement. rapprocher du concept d'âme? Absolument. Oui, oui, tout à fait. On peut le rapprocher. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. La religion utilise d'autres. Bon, mais après, l'humanité est vouée à évoluer et comprendre que les religions, c'est un stade passager dans l'histoire. Et après, bon, on comprend que les choses sont plus cosmiques qu'elles n'en ont l'air. Alors, je parlais de part divine, c'était pas sans arrière-pensée, parce qu'il y a ce fameux Kéros, cet événement, ce messager qui vient nous signaler qu'une bifurcation est possible et nous rappeler qu'on peut changer le cours d'un destin. Alors déjà, Kéros, ce concept-là, il date déjà de la Grèce antique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été inventé à l'époque, avec ces Grecs qui, eux, avaient euh, trois manières de nommer le temps: Chronos, Kairos et Aion. Et Kéros, quand j'ai trouvé cette définition, ça répond parfaitement au sens que vous lui donnez. Kéros, qui mesure le temps ressenti et opportun, il accélère, ralentit et nous donne des opportunités. Quand on parle Ça, d'opportunités, c'est exactement ce que vous avez décrit avec les synchronicités et cette, faculté à nous faire percevoir qu'une bifurcation est possible. Et la représentation de ce Kéros, j'ai été marqué, c'est ce Kéros dans la mythologie grecque, c'est un des fils de Zeus, et il est représenté avec les petites ailes sur chacun des pieds, comme l'était Hermès, le fameux Hermès, messager des dieux. C'est pour ça que je pensais à cette part divine, c'est-à-dire que les Grecs avaient peut-être déjà imaginé cette part de nous qui nous envoyait, où on s'envoie nous-mêmes des messages, une part plus éthérique de nous envoie des messages pour nous montrer la voie. absolument. En fait, c'est l'espace-temps qui fait ça. Par contre, ça vient de Aion. Ce part divine, c'est Aion, c'est pas Kairos. D'accord. Euh, Mais les Grecs avaient déjà maîtrisaient énormément de concepts et avaient un rapport à la réalité, à l'univers assez fin finalement. Pareil, je te donne un exemple. Moi, j'ai eu des kairos sous différentes formes. J'ai eu souvent des animaux. Bon, ben, la part divine, elle n'est pas représentée par l'animal en question. Le papillon, le cheval, le chamois, etc. Ce sont des messagers. Mhm. Et la part divine, c'est l'aion, c'est ce qui a été projeté dans mon futur par une vibration qui vient de mon soi. Et comme ce futur était réaliste, et malgré qu'il soit difficile, il fallait absolument qu'il y ait cette synchronicité fabuleuse que j'ai vécue dans ma vie, faisant intervenir des animaux, et qui m'ont invité à faire ce gros effort pour réaliser ce que j'ai réalisé, mais je vais pas en discuter. D'accord. Un autre thème important quand on parle de choix, de destin, c'est la notion de libre arbitre. Comment elle intervient, cette notion, dans votre théorie de la réalité, hein? Parce qu'on là, on est dans une théorie qui décrit ce qu'est notre réalité et ce qu'elle advient. Alors, le libre arbitre, c'est très compliqué, ça, il faut bien l'avouer. Mais il est réel, il est même fondamental, et abandonner l'idée de libre arbitre sous prétexte de conditionnement, c'est une erreur énorme. Aujourd'hui, on le paye très cher. Donc, le libre arbitre, il est fondé sur le fait que nous créons notre futur de deux manières bien différentes. Nous créons notre futur proche avec notre mental, avec la causalité, et c'est pour ça qu'il est important d'être raisonnable, c'est pour ça qu'il est important d'acquérir des compétences, de s'intégrer dans la société, d'avoir un comportement adapté, etc., de rester un peu dans les normes, bon, etc. Bon, ça c'est une première façon d'exercer son libre arbitre, on appelle ça être raisonnable.
Et puis, il y a une deuxième façon de créer son futur qui est par nos pensées portées par la vibration de nos émotions. Parce que, attention, c'est pas nos pensées, si on réduit la pensée au niveau du langage, c'est pas le verbe, comme on dit, hein, qui crée la réalité, c'est la vibration du verbe. C'est différent. Nous avons une conscience qui est en deux parties. Lorsqu'elle est incarnée, on oublie la deuxième partie. Lorsqu'elle est incarnée, nous avons essentiellement une conscience analytique, mais qui est recouverte ou mêlée à une conscience vibratoire. C'est la conscience vibratoire qui est l'étore du temps et qui d'ailleurs subsiste après la mort. Et c'est cette conscience vibratoire qui est créative, hein, d'accord? C'est pas une conscience analytique. La conscience analytique, elle est prisonnière du temps. Et donc, et la conscience vibratoire, elle est hors temps. Et c'est avec elle, cette conscience-là qu'on va créer notre futur. Et je peux expliquer, si on a le temps, je peux Bien expliquer. sûr. Je peux expliquer comment, effectivement, ce sont nos vibrations portées par nos vibrations, nos pensées portées par la vibration de nos émotions qui sélectionnent notre futur. Ça vient du fait que, alors par rapport à mes travaux, j'en reviens à mes travaux sur le billard, hein, bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça très rapidement, on s'aperçoit, je me suis aperçu du fait, un multivers de possibilités était créé très rapidement parce que la précision dont on a besoin pour calculer les trajectoires de boules, à un moment donné, elle devient tellement puissante qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que là, on descend à une échelle où la distance n'existe pas. Et donc, à ce moment-là, je me suis aperçu que l'information qui permettait de continuer à la trajectoire de mes boules de se former n'était plus de l'ordre de la causalité, mais elle était d'ordre vibratoire. C'est-à-dire que ce sont littéralement les vibrations de l'espace, et pas n'importe lesquelles, hein, des vibrations infinitésimales hors du temps, qu'on n'a pas encore compris. Aujourd'hui, en physique, hein, on parle plutôt de fluctuation du vide. Moi, je parle de vibration du vide hors du temps. C'est cela qui crée, qui sélectionne notre futur. Et donc, notre futur est bel et bien sélectionné de manière vibratoire, mais on comprendra que pour que cette sélection fonctionne bien, il ne faut pas qu'elle soit vaporeuse, il faut qu'elle soit très précise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adresser un futur joyeux avec la joie. Hein. Si on pense un peu trop naïvement qu'il faut cultiver la joie et que du coup on va vivre un futur joyeux. Bon, ça va peut-être améliorer. Hein. C'est un peu la fameuse loi d'attraction qui a été vulgarisée, déformée et qui a été étendue un peu partout. Voilà, ou la fameuse pensée positive. Disons que ça ne va pas permettre de faire cette magie créative, etc. Il faut que nos pensées interviennent puisqu'il faut qu'on se projette dans une réalisation. Il faut se projeter dans un potentiel de réalisation concret. Je vais devenir quelqu'un qui va faire ça et ça me met en joie. Mais si c'est juste que vous êtes en joie, vous n'allez rien devenir du tout. Hein, il faut que... En fait, il faut visualiser et ressentir la chose en même temps. Voilà, il faut visualiser et surtout la ressentir, ce qu'on a envie de devenir et qui vient de la vibration de notre soi. C'est-à-dire qu'il faut que ça nous fasse triper. Hein. Ouais, ça me Voilà. parle. Euh, et là, on devient créateur de sa réalité parce qu'on a sélectionné vibratoirement un futur bel et bien précis qui, grâce à tout ce que je vous ai expliqué, va pouvoir se réaliser moyennant les fameuses bifurcations où le kairos, le passage du kairos va intervenir une fois, deux fois, plusieurs fois consécutives si besoin. D'accord. J'ai quelques questions qui arrivent sur le chat, je vais prendre 2-3 minutes pour vous les soumettre. Déjà un commentaire d'Eric qui nous dit « Ce que Philippe Guillemont nous expose n'est pas une théorie, c'est une révolution, immense respect. » Bah, j'ai envie de dire une théorie révolutionnaire les amis. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand la théorie intègre dans son espace tout un tas de phénomènes et de cas concrets et qui s'imbriquent parfaitement dans celle-ci. C'est-à-dire que chaque chaque élément remarquable du phénomène trouve une explication dans la théorie. Et on va voir que sur certains, on va pas faire tous les points ce soir, mais qu'il y a des points assez convaincants, je dois le dire.
Il faut juste que je dise quelques petites choses à la partie de votre public qui est plus scientifique et qui attend de moi des explications un petit peu plus. Je vous en Mais bon, prie. pas obligé de le faire tout de suite, hein. Il y a pas de problème, on prendra le temps de partager ce qui doit l'être. Asenka qui vous demande quels sont les jobs et relations entre âme et conscience vibratoire. Ben, la conscience vibratoire, elle est vouée à rejoindre l'âme. L'âme qui a sa vie propre dans ce qu'on appelle l'au-delà, qui, à mon avis, j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est l'autre versant de notre univers, l'autre multivers, si on peut dire, qui est de l'autre côté, et qui a de multiples vies, hein, parce que cette théorie de l'espace-temps ne peut pas se concevoir si on n'a pas de multiples vies, parce qu'on ne peut pas être juste un instant dans l'éternité et disparaître comme ça. Donc si notre vie a un sens, c'est bel et bien parce que nous avons de multiples vies. Nous avons déjà vécu de multiples vies et nous en aurons encore, et c'est l'âme qui est la mémoire de tout cela. D'accord. Vous parlez, enfin, quand on lit votre n'importe quelle présentation qui vous est dévolue, on parle de cette théorie de la double causalité. C'est un peu votre bébé. Qu'est-ce qu'on entend par double causalité? Moi, j'ai cru comprendre que... Alors, pareil, si je fais une erreur, vous m'arrêtez tout de suite, mais comme j'ai compris la chose, c'est qu'en gros, on est quand même un peu influencé par le passé, même si c'est de manière limitée, mais on est surtout influencé par le futur, et donc double causalité, j'imaginais que c'était comme pris en sandwich entre le passé et le futur, et que les deux ont une action sur notre devenir. Exact, c'est ça. C'est Nietzsche qui le disait, hein. C'est D'accord. Nietzsche. Il n'y a pas de moi, ça vient de Nietzsche. Donc j'ai compris du Nietzsche. Bah, ce soir, je vais me coucher moins bête. De double causalité, mais il avait dans, je sais plus quel livre, il avait dit ça, il avait dit qu'on était plus influencé par son futur que par son passé. Je sais plus comment il l'avait dit, mais enfin, on peut retrouver ça. Dans le livre aussi, une phrase m'a marqué. Vous nous dites des traces purement physiques du passé peuvent disparaître parce que la cohérence des événements n'en a plus besoin. Oui, bah c'est comme pour le futur, hein, parce que les physiciens n'arrivent pas à faire la différence entre le passé et le futur. C'est-à-dire qu'il y a une différence, mais elle n'est pas fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a des raisons très compréhensibles, ce qu'on appelle ça l'irréversibilité, qui font que le passé, on s'en souvient, du moins le passé proche, mais le passé un peu plus lointain, c'est un peu comme le futur. Il n'y a pas de raison en physique de différencier le passé et le futur. Et d'ailleurs, en plus, dans le cadre de la théorie d'un univers cyclique, hein, comme je le pense, le passé peut très bien avoir lieu dans le futur et inversement. C'est-à-dire que dans le passé, vous pouvez retrouver des événements du futur et inversement. Mais enfin, on ne va pas en parler parce que c'est... Ça risque de compliquer les choses. Par contre, quand moi j'ai lu cette phrase, peut-être à tort, il y a tout de suite un truc qui a fait tilt dans ma tête. Est-ce qu'on est face à un mythe ou une légende? Je ne sais pas. Mais le fameux effet Mandela, avec des éléments du passé dont une majeure partie d'entre nous sont convaincus qu'elles ont bien existé, et finalement, dans notre présent, on découvre que ce n'est pas le cas et que ces choses n'ont jamais existé. L'effet Mandela s'appuyait sur le décès du fameux leader politique Nelson Mandela, mais il y a plein d'exemples de choses qui semblent avoir existé, de logos de certaines firmes, de certains passages de certains films, etc. Enfin, il y a tout un tas d'exemples sur la toile qu'on retrouve assez aisément sur l'effet Mandela. Est-ce que ça rentre dans le canevas des travaux que vous présentez? Oui, j'en parle dans mon livre Le pic de l'esprit, sans en faire une... ça n'apporte pas un élément probant par rapport à ma théorie, on peut considérer ça comme une conséquence, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir accepter l'effet Mandela, effectivement. C'est-à-dire que le passé, comme le passé est susceptible de se reconfigurer sans cesse, il est tout à fait possible que notre mémoire du passé intègre de nouveaux éléments qui nous font penser que les anciens n'ont jamais existé. C'est tout à fait possible, mais il ne faut pas en faire enfin, si on peut en faire un cinéma, ça peut faire de bons films. Mais... Ouais. Non, en tout cas, ça pourrait donner une explication à ce phénomène-là. D'ailleurs, en parlant de phénomène, euh, on sent bien que tous ces phénomènes-là, vision à distance, télépathie, projection hors du corps et donc voyage dans d'autres espaces-temps, sont des phénomènes sur lesquels vous
vous préconisez de vous appuyer pour développer une science nouvelle Mhm. qui s'appuie sur ces phénomènes-là pour dépasser la science actuelle qui semble un peu limitée et dans un paradigme qui ne lui permet pas de dépasser certaines limites. Déjà, Oui. la science d'aujourd'hui, cette science mécaniste, déterministe, matérialiste, je ne sais pas quels sont les bons termes, mais si les trois sont appropriés, qu'est-ce que vous avez à en dire et quel grief vous pouvez poser à cette science telle qu'on la connaît dans notre société actuelle? Ben, la science aujourd'hui, elle est très bien. Attention, c'est juste qu'elle induit des systèmes de croyances qui sont faux. Parce que la science repose sur les équations et que les équations reposent sur des dogmes dont on s'est aperçu qu'ils étaient faux. Enfin, en tout cas, ils sont partiellement faux. Le déterminisme est faux à cause de la quantique du chaos. La causalité stricte est fausse du fait que le futur est déjà réalisé, il peut influencer le présent. Le hasard qui permet de combler les lacunes en physique, on a introduit un hasard, soi-disant Dieu qui joue au dé. En réalité, c'est le futur qui influence le présent. Et la matérialité est fausse, puisqu'on s'aperçoit que le vide a une action sur notre réalité. Donc, les équations sont des approximations et la vision du réel, en plus, qui repose sur l'hypothèse que l'espace existe, que la matière existe, donc on est très limité. Et il est important de changer notre vision du monde. Et la seule manière de changer notre vision du monde, c'est de tout rapporter à la conscience au lieu de tout rapporter à la matière. Moi, j'ai une vision très intuitive de toute la physique parce que je rapporte tout à la conscience. Alors que les physiciens qui rapportent les choses à la matière disent il faut abandonner l'intuition parce que le réel ne peut pas être accessible par l'intuition, il ne peut être accessible que via les mathématiques et on parle de réalisme modèle dépendant et donc c'est du grand n'importe quoi et là moi je trouve que là on est allé trop loin dans le délire et il faut remettre la physique sur les bons rails. Et c'est mon intention un peu. Ah, je vous entends plus là. Là, j'ai Ah remis oui. le micro. Je l'avais enlevé pour tousser pendant que vous étiez à l'antenne et merci, merci de me le signaler. Mais oui, on a compris il y avait une, si ce n'est une mission, en tout cas un intérêt certain à sortir la science d'une certaine ornière et que des gens un peu plus précurseurs la réorientent, au moins lui proposent une autre voie. Justement, tout à l'heure, vous me disiez avoir un message un message vis-à-vis de nos éditeurs qui auraient des vocations plus scientifiques que la majorité d'entre nous. Euh, Je parle aux jeunes physiciens qui nous écouteraient eh parce que ben, je vous laisse la parole, et puis ceux qui sont pas physiciens, on va essayer d'écouter et de comprendre un petit peu quand même. y en a toujours qui vont m'écouter en cachette, hein, ils vont jamais dire qu'ils sont allés sur Nurea TV, Mais évidemment. Mais vous êtes les bienvenus, les gars, il n'y a pas de problème, les gars et les filles. donc la nouvelle physique doit se bâtir sur un nouveau temps qui n'est pas le vrai temps, et le mieux c'est de conserver le temps actuel et d'introduire au moins un temps supplémentaire que j'appelle le temps cybernétique. Et c'est dans ce temps supplémentaire qu'on va pouvoir décrire l'impact du vide sur une réalité qui est en train de se construire à la fois, de se reconfigurer, pardon, à la fois dans le passé et dans le présent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on parle de l'idée d'une ligne temporelle qui est pour chacun d'entre nous, qui prend ses racines dans le passé et qui va dans le futur. En réalité, cette ligne temporelle, il faut la voir comme la trajectoire d'un GPS. À un moment donné, il y a des bifurcations. Ça, les bifurcations en physique, on ne peut pas y couper. Hein. Ça, je suis désolé, mais les bifurcations, on ne peut pas y couper. Et à ces bifurcations, les choix seront déterminés par les vibrations du vide. Il y a une très très bonne métaphore à ce sujet qui est de considérer que notre futur, c'est comme le fait de se diriger à l'intérieur d'un tunnel invisible qui serait posé sur un océan ou immergé à l'intérieur d'un océan. Et donc on comprend que si les vagues de cet océan, même si elles sont infiniment petites, et ça c'est ce que j'ai démontré par le calcul, que les vagues de cet océan peuvent modifier donc la trajectoire de ce tunnel. Mais en réalité, ces modifications, elles vont pas être continues, sauf pour un collectif. Elles vont être, pour un individu, ces modifications, elles vont être discontinues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, paf, au lieu d'aller chercher du pain en voiture, je vais aller chercher du pain en vélo, etc. L'exemple que je vous ai donné
tout à l'heure, et c'est ça qui va modifier l'espace-temps. Mais si on veut décrire les modifications dans l'espace-temps qui ont lieu au moment des bifurcations, on est obligé de ne pas utiliser le même temps, on est obligé d'utiliser un vrai temps dans lequel ont lieu ces modifications. Et comme ces modifications font intervenir des fluctuations du vide, des vibrations du vide, ces fameuses vagues de l'océan du vide, il faut introduire en physique des modèles qui font intervenir ces vibrations du vide. Donc on peut les poser. Alors c'est ce que je fais dans le livre en disant que c'est la thèse d'un physicien qui s'appelle Luc et qui explique que la physique retrouve son déterminisme à partir du moment où on introduit des sources vibratoires faisant partie du vide et qui vont influer sur le cours des événements en modifiant de manière discontinue les trajectoires. Voilà, c'est ça le thème principal, enfin l'idée principale que j'essaie de faire passer à la fois dans le grand public, qui ne va pas comprendre la physique bien sûr, mais aussi en physique pour encourager les physiciens, les jeunes physiciens qui vont travailler là-dessus, à utiliser absolument un autre temps dans lequel ils vont décrire l'impact du vide sur la réalité. C'est absolument fondamental, sinon ils ne vont pas s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle la physique reste complètement bloquée en ce moment. C'est parce qu'il n'y a aucun physicien qui ose introduire cette nouvelle description du réel. Voilà qui est dit, à l'attention de nos auditeurs les plus avertis, et j'espère que d'ici quelques mois, années, d'autres prendront le relais et viendront s'exprimer sur des médias plus grand public tels que le nôtre pour apporter un peu de ce contenu scientifique, parce que la science, même si nous on ne comprendra pas tous les détails et en profondeur le sens de ces travaux, je pense qu'il y a un intérêt certain à les vulgariser comme vous le faites. Vous nous dites avec ce nouvel ouvrage, je vous le remonte un petit coup les amis, moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je vous ai pas donné mon avis sur ce livre encore, mais encore une fois pour un néophyte et quelqu'un qui a un bagage scientifique somme toute assez léger, je peux vous garantir que ce livre-là va vous sortir le cerveau de l'ornière, donc n'hésitez surtout pas. Et un des effets d'annonce du livre, c'est de nous dire que ce nouveau paradigme scientifique va avoir un impact sociétal et va changer le monde de demain. Concrètement, euh, comment peut-il modifier notre vie en société, la vie de l'homme de manière globale, et j'irais même jusqu'à dire comment va-t-il supprimer le mur dans lequel on est tous en train de foncer la tête baissée? Ben, en nous faisant découvrir l'immense potentiel de la conscience. Alors moi, je ressens 6 phénomènes qui sont quasiment avérés ou démontrés scientifiquement. Et j'en ai vérifié un certain nombre. Donc la vision à distance, la télépathie, la vision du futur proche, la synchronicité qu'on peut considérer comme une vision du futur lointain, les expériences de mort imminente, toutes les autres sorties de corps aussi en lien avec les expériences chamaniques, et donc les états de conscience modifiés avec la méditation, l'extase, etc. Et enfin les ovnis, sachant que les ovnis, c'est le domaine qui, moi, en tant que physicien, m'a apporté le plus d'informations pour arriver à comprendre comment fonctionne notre réalité. Alors, venons-en justement à ce phénomène ovni. On est sur Nera TV, on est face à des passionnés, moi le premier, d'ufologie. Je vous l'ai dit, moi ce livre OVNI et Conscience, ça va être pour moi un des livres. Vous savez, pour moi, la construction du savoir, c'est les livres servent de marche. Alors je les utilise pas pour caler des meubles, mais c'est des marches qu'on met les uns après les autres. Et ça, c'était pour moi, à une époque, une des marches importantes. Alors, En deux mots et en un mot, il y a eu deux OVNI et Conscience. il y a une nouvelle version de celui-là. Hein. C'est le OVNI et Conscience 1 qu'il faut prendre. D'accord. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais probablement sortir un nouveau livre à ce sujet. Voilà. Un livre collégial ou un livre individuel sur le phénomène OVNI? Individuel sur le phénomène OVNI. Oh. Eh bien écoutez, on attend ça avec impatience, mais en attendant, on va quand même en dire quelques mots ce soir sur votre approche des capacités OVNI, et encore une fois, la manière dont toutes les caractéristiques du phénomène peuvent trouver écho et réponse dans les théories que vous proposez. Donc sur ces OVNI,
vous nous dites déjà une première chose, c'est que pour vous, il est à peu près certain que ces ovnis viennent du futur et on n'est pas sur un effet d'annonce. Alors déjà, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a, je crois que c'est Jean-Claude Bourret qui a sorti un livre récemment qui nous dit les ovnis viennent du futur. Euh, vous nous dites en gros les ovnis viennent du futur parce que en termes d'information pour pénétrer notre présent, ça serait plus simple en le faisant en venant du futur où l'information est moins, où la situation, j'ai trouvé où la situation est moins dense Ouais. qu'en arrivant frontalement dans le présent ou par le passé. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais je pense que vous voyez où je veux en venir et peut-être que vous allez réussir à l'expliquer bien mieux qu'avec mes piètres mots. Alors, quand je dis les ovnis viennent du futur, il ne faut pas le comprendre comme le fait qu'ils viennent d'un futur que nous allons vivre nous. Hein, C'est pas nous dans le futur. non, ça pourrait, mais je pense pas que ce soit ça. Ça vient du fait qu'ils sont obligés de passer par notre futur proche pour venir s'intégrer dans notre réalité. Parce que leur technologie ne peut pas se comprendre si on ne la considère pas comme une technologie qui vient modifier la fabrique de l'espace-temps. C'est-à-dire que pour arriver aux prouesses qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire des vitesses absolument prodigieuses, pouvoir passer de l'air à la mer sans splash, sans faire de splash, se déplacer, arriver à faire des transitions à angle droit, etc. Donc passe. Eh bien, il n'y a qu'une seule explication possible, c'est la théorie de la bulle macroquantique. C'est-à-dire qu'en fait, les ovnis ne sont pas ne sont pas intégrés à l'espace-temps. Ils ont réussi à contrebalancer ce qu'on appelle le phénomène de décohérence, qui est un problème qu'on étudie en physique pour réaliser des ordinateurs quantiques. Hein. Donc, pour réaliser un ordinateur quantique, on commence à progresser à ce niveau-là. Et pour arriver à contrer la décohérence, on fait déjà des progrès. Simplement, eux, bon, ils ont une technologie bien plus avancée et ils ont trouvé les astuces que j'ai commencé à comprendre pour arriver à fabriquer une bulle macro-quantique en contrant le phénomène de décohérence. Alors, le phénomène de décohérence, je suis obligé de l'expliquer un peu. Mhm. C'est lié à la fabrique de l'espace-temps. C'est le fait que tout objet, l'espace n'existe pas vraiment, hein, d'ailleurs, tout objet pour être intégré dans l'espace-temps, reçoit de l'extérieur du rayonnement dur, du rayonnement mou, des radiations électromagnétiques de toute fréquence, etc. Et ce sont ces radiations qui font que eh bien, l'information est donnée aux autres objets sur la position de cet objet-là. Alors, et donc, ça crée l'espace autour de l'objet, ça crée ce qu'on appelle les mailles de l'espace-temps, les géodésiques de l'espace-temps. Mais si vous arrivez à empêcher le rayonnement extérieur, y compris le rayonnement dur, tout type de rayonnement, évidemment, tout contact, mais c'est pas rayonnement, c'est le rayonnement le problème. Si vous arrivez à empêcher ça, eh bien, vous empêchez la fabrique de l'espace-temps autour de l'objet. Et à ce moment-là, l'objet n'étant pas intégré à l'espace-temps, la gravité disparaît parce que la gravité, elle est due à la courbure de l'espace-temps. Ben, s'il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus de courbure, donc il n'y a plus de gravité. Et ça engendre un phénomène de dilatation du temps. Bon, alors ça, pour l'expliquer, il faut faire intervenir des flux d'informations, c'est dans le livre. Et ça engendre un phénomène de dilatation du temps qui fait que l'engin peut même devenir invisible. Il peut à volonté se rendre invisible ou plus ou moins matériel. Et c'est la raison pour laquelle les instruments ont du mal à l'enregistrer, parce qu'un instrument, il enregistre l'objet quantique, donc il le voit flou, alors qu'un être humain, quand il voit l'OVNI, il voit une seule manifestation de l'OVNI. Il peut même, par son regard, modifier la manifestation de l'OVNI. Rien que ça, on a la preuve que ce sont des objets, des objets qui se baladent à l'intérieur de bulles quantiques macroscopiques. Et donc, il y a tout un tas d'autres aspects. Et ce phénomène de dilatation du temps permet d'expliquer l'effet Ose, le fameux effet Ose, raison pour laquelle, par exemple, vous êtes sur une route, vous êtes dans le champ d'influence d'un OVNI, et tout d'un coup, la circulation disparaît. Et puis, les arbres les feuilles des arbres ne bougent plus.
Il n'y a plus de mouvement, vous avez l'impression d'être à l'intérieur d'un décor figé, C'est artificiel. ça, ouais. C'est pause. Bien ça s'explique parfaitement avec la dilatation du temps. J'ai moi-même fait des calculs en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle pour montrer que lorsqu'on fait en moyenne des images, enfin bon, bah, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais perdre vos auditeurs. Disons que c'est une histoire de fenêtre de temps, c'est-à-dire que la conscience, elle est liée, non, elle est liée à une fenêtre de temps. La conscience, elle est en avance d'une seconde ou plus même dans le futur, et c'est ça qui explique tout un tas de phénomènes. Et donc je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les ovnis qui sont aujourd'hui avérés, ça fait l'objet de déclarations officielles venant des États-Unis, il y a aussi la vision à distance et la vision du futur qui ont été étudiées scientifiquement dans des laboratoires et abouti à des publications, et j'en ai même vérifié certaines. J'ai même fait moi-même des recherches avec des centaines d'internautes qui ont bien voulu se prêter à ces expériences et qui m'ont permis de vérifier que c'était réel. Et donc, moi, personnellement, ayant réellement vécu à plusieurs reprises dans ma vie, sans le savoir au départ, en le sachant après, le phénomène de synchronicité, ayant vérifié scientifiquement la réalité de l'influence du futur et ayant compris vraiment très bien, pour moi c'est du 100%, comment le principe des ovnis, je sais pertinemment, je sais, on peut pas, on est obligé d'aller vers ce futur où on va découvrir cet immense potentiel de la conscience. On peut pas faire autrement. Et donc moi ça me rend joyeux, mais je sais on va évidemment traverser un abîme, et c'est très bien parce qu'on peut pas, il va bien falloir que, parce que la population ne peut pas être confrontée directement à ça, il faut qu'on traverse un abîme avant, et donc c'est la raison d'être, enfin on est en train d'évacuer toute cette incompréhension, toute cette noirceur. Ben voilà, il faut qu'on traverse une période de chaos avec un véritable abîme, avec des choses effrayantes qui vont être révélées, etc., avant que nous soient révélées, et ça va peut-être avoir lieu en même temps, les choses au contraire merveilleuses qui vont nous faire aller vers ce nouveau monde. Un message d'espoir qui devrait en ravir certains, moi le premier, parce que c'est vrai que ces derniers temps on a tendance à avoir des nouvelles plutôt mauvaises s'accumuler, donc un peu d'optimisme pour l'avenir. Je rajouterais juste deux trois mots sur ce que vous disiez sur le phénomène ovni, sur les caractéristiques que vous expliquez de par vos théories, sur la luminosité des ovnis, vous l'expliquez aussi en détail dans le livre. Pourquoi à certains moments on les voit apparaître de manière très lumineuse? C'est une question de compensation de flux, je n'irai pas plus loin pour aujourd'hui, mais tout est dans le livre et moi je vous invite vraiment à le lire. Et puis aussi vous nous expliquez comment selon vous sont propulsés ces ovnis. Une des grandes questions, puisque on ne voit jamais aucun système de propulsion, aucun gaz d'échappement, aucune énergie qui va se dégager de ces ovnis pour les propulser. Vous nous donnez votre explication de la chose avec une interconnexion consciente du pilote et de la machine, si tant est qu'il y ait un pilote, ça restera à définir, mais en tout cas c'est la conscience qui propulse directement ces aéronefs. Oui, parce que les ovnis, enfin peut-être pas, enfin les petits ovnis sont comme des extensions organiques du corps du pilote. Donc d'ici à ce qu'on arrive à faire voler ces engins, si tant est qu'on en ait récupéré quelques-uns, c'est un des gros sujets de discussion depuis quelques semaines et depuis juillet et les auditions du Congrès américain. Ça c'est une autre histoire qu'on abordera dans d'autres émissions, mais je tiens à le dire encore une fois, on ne peut pas tout aborder ce soir. Je pense que c'était déjà bien que dans toute la première partie d'émission, Philippe, vous nous ameniez à comprendre un peu mieux les tenants et aboutissants autour de ces théories, cette science de la conscience, ces théories de double causalité et la manière dont tout se trame entre l'espace, le temps et la conscience. Je pense que c'est plutôt réussi et je pense que bon nombre d'entre vous commencent à piger un peu tout ça, mais le livre est beaucoup plus complet qu'une simple petite émission d'1h30 les amis, donc moi je peux vous encourager à le lire. Et dedans, vous parlez également des phénomènes de prémonition, on parlait de vision à distance, il y a des chapitres détaillés sur les ovnis, etc. Donc encore une fois, c'est les livres qui sont les plus complets et pas des émissions sur la toile, même si c'est toujours sympa de pouvoir échanger tous ensemble. Avant de finir cette émission, Philippe, et déjà un grand merci pour le temps que vous nous consacrez, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques questions de nos chers Nuréens. Alors,
Première question de Joyce. Joyce qui vous demande: Bonsoir Monsieur Guillemant, pouvez-vous me confirmer que deux espaces-temps peuvent se toucher sans se mélanger? Merci beaucoup. Est-ce que la question vous parle? Bah, ça me fait penser à la théorie des univers parallèles qui pourraient s'entrechoquer. Bon, mais ça, c'est une vision qui part des équations, on va dire, mais qui peut pas aller très loin comme ça, hein. Donc, euh, il vaut mieux prendre la métaphore du GPS, où là, à chaque fois que vous avez une trajectoire de GPS différente, vous avez un univers différent. On passe notre vie à changer d'univers. Voilà. C'est-à-dire que les physiciens ont mal compris le multivers. Ils pensent trop souvent qu'on a affaire à des univers séparés, distants de au moins de dizaines d'années-lumière, au-delà de l'horizon cosmologique. Ça, c'est du grand n'importe quoi, c'est du délire complet. Mais heureusement, il y a quand même quelques physiciens qui pensent différemment et qui ont compris que tout ça, c'était des univers superposés. D'accord. Je n'ai pas de statistiques, je ne sais pas quelle est la proportion des physiciens qui ont bien compris le multivers, je ne sais pas exactement, mais bon. Très bien. Donc pas d'univers parallèle. Si, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle univers. Si le multivers, c'est l'espace de notre conscience, il existe, les univers parallèles existent, mais ce ne sont pas des réalités dans lesquelles il y a d'autres moi, même si ça peut exister. Attention, je ne nie pas l'existence de réalités parallèles où d'autres moi pourraient s'incarner. De Mais pas, transincarnation en fait. voilà, ça, bon, à la limite, je veux bien. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de comprendre que le multivers nous appartient, qu'il appartient à notre libre arbitre, à notre champ des possibles, parce qu'on a besoin. Et d'ailleurs, c'est le seul biais, c'est la seule façon de comprendre le mécanisme de l'évolution. Le mécanisme de l'évolution négantropique, c'est-à-dire pour aller sans cesse vers le mieux, il fait intervenir le fait que, grâce à de nombreux cycles, on arrive petit à petit à modifier notre futur pour le rendre de plus en plus harmonieux. Et sans ça, on ne pourrait pas expliquer les cycles du vivant, on ne pourrait pas expliquer comment la vie peut apparaître et se maintenir. Tout à l'heure, on a présenté les bifurcations qui peuvent s'opérer pour qu'on réajuste la ligne. On a parlé d'âme également. Est-ce que est-ce que vous croyez en la notion de contrat d'âme, c'est-à-dire un futur déterminé dès notre incarnation, et que l'âme s'efforcerait par vibration, cette fameuse vibration du cœur dont on a parlé, par vibration, à nous ramener sans cesse, à nous réorienter pour atteindre ce futur défini par contrat? Ou alors c'est le Euh, chemin qui était défini par contrat? Ça, je ne sais pas, mais la notion de contrat d'âme, oui, ça me paraît très probable. C'est-à-dire avant l'incarnation, des petits arrangements entre amis, pourquoi pas. Voilà. D'accord, Après, le chemin, on a notre libre arbitre, hein. toujours. Julien qui vous demande: que pensez-vous des prophéties de certains mystiques? Ben, les prophéties, elles sont faites pour ne pas être réalisées. C'est la raison pour laquelle elles sont souvent négatives. Et elles peuvent être utiles. Par exemple, la prophétie qui a été faite il y a 2000 ans ou 3000, je sais plus, dans l'Apocalypse de Saint Jean et qui disait attention, un jour, enfin la fameuse marque de la bête avec le 666, et vous Oui. ne pourrez pas acheter ou vendre sans recevoir la marque de la bête. On voit bien que c'était complètement la volonté de ce nouvel ordre mondial que de nous amener vers un système où on serait marqué de manière à nous contrôler, quoi. Donc bon, c'est bien qu'on ait été averti. Je ne sais pas si cet avertissement est très utile, mais en tout cas, les prophéties sont faites pour ne pas être réalisées, mais pour nous indiquer attention, il y a quand même un risque que vous y retourniez. D'accord. Une autre question, cette fois-ci d'Angélique: que pensez-vous des impressions de déjà-vu? Est-ce que là on rentre dans des phénomènes qui obéissent aux lois que nous avons énumérées ce soir?
Alors, peut y avoir plusieurs explications possibles parce qu'il y a plusieurs sortes de déjà-vu. Alors, celle qui me vient à l'idée, c'est le fait que, par exemple, pendant les rêves, la conscience peut se balader dans l'ensemble du multivers. Alors, en général, elle se balade dans des réalités très peu probables, donc du coup, les rêves sont flous, hein, parce que c'est pas le cerveau qui crée le rêve, hein, attention. C'est la conscience. Mais si on se balade dans des réalités très peu probables, on va pas ressentir grand-chose. Par contre, de temps en temps, on peut peut-être se balader dans une réalité qui va se produire, qui devient réaliste ou qui fait partie des potentiels réalistes. Et à ce moment-là, quand elle se produit, on a l'impression d'un déjà-vu. Mais c'est juste une des explications possibles. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Encore quelques questions, si vous voulez bien, Philippe. Euh, une thématique que vous abordez brièvement à travers un échange entre deux personnages du livre. Sophie qui vous dit: tirer les cartes fait-elle partie du choix dans le multivers? Et il me semble qu'à un moment dans le livre, j'ai vu passer cette notion de tarot. Oui, un peu en plaisantant, oui. Le tirage des cartes, c'est comme ça explique un simple, hein, comme dans le Viking, c'est-à-dire qu'on essaye de créer artificiellement le passage du Kairos. Hein, on essaye d'éveiller petit à petit la personne au fait que son futur est créé par ce qu'elle a en soi, par ce qu'elle vibre. Hein, c'est-à-dire que le principe du tirage de cartes, c'est qu'on est en train à ce moment-là de manipuler le futur, puisque la personne qui fait confiance à une voyante ou je sais pas, enfin à la tireuse de cartes, a décidé de tenir compte donc donc ça crée un remue-ménage dans le futur qui va entraîner le passage du Kairos, qui va générer les ponts. D'accord. Et donc c'est ça qui crée le fait que, comme par hasard, la personne reçoit l'information qu'elle avait besoin de recevoir pour aller effectivement vers ce genre de choses dont elle demandait la confirmation, par exemple, ou l'inverse. Enfin, disons que, étant donné qu'on bouge le futur lorsqu'on procède à un tirage de cartes, du fait que la personne investit de la confiance dans la personne qui tire les cartes, ça engendre ces phénomènes qui peuvent être surprenants. On se dit comment elle a fait pour deviner, ah mais oui c'est ça, bon voilà. Faut pas y accorder trop d'importance, voire trop de magie, parce que ça va dépendre de l'état d'esprit de la personne qui se fait tirer les cartes. Et aussi, bien entendu, de la tireuse de cartes. Enfin, ça va surtout dépendre de l'état d'être. Est-ce que il est authentique ou pas? Est-ce que la personne, elle est dans l'ego? Est-ce qu'elle est dans... Voilà. Donc, il ne faut pas attendre de la magie du tirage des cartes, mais disons que ça peut quand même aider une personne à entrer dans une réflexion et dans une remise en question, peut-être des fois, sans laquelle, elle ne serait pas allée, quoi. Voilà, donc ça peut avoir un certain intérêt, mais bon, évidemment, il faut faire attention de ne pas investir des croyances là-dedans qui vous amèneraient à vous leurrer. C'est toujours la même histoire, hein. Dès qu'on veut artificiellement accélérer un processus d'éveil, on risque plus de se planter qu'autre chose. Et pas- Il vaut mieux toujours faire un travail sur soi qui va naturellement nous amener via des choses tout à fait naturelles, contact avec la nature, des rencontres naturelles. Hein. Donc moi, je conseille ça, mais je ne vais pas non plus dire que c'est du n'importe quoi. Je dis, oui, je reconnais que ça peut avoir un certain intérêt. Je crois que c'est parfaitement clair et merci pour ce conseil précieux. Déjà de faire un travail sur soi, ça me semble le plus important. Marie-Claude qui nous demande, le livre est-il disponible au Canada? Alors en théorie, oui. En tout cas, on peut le commander sur Amazon déjà. Après, je sais pas si Très Daniel Est hmm, distribué au Canada. est toujours bien distribué au Canada. Je suis pas sûr. Mais on peut en tout cas le commander Il par reste Internet. voilà, les grands distributeurs du web si besoin.
Allez, encore deux petites questions pour finir cette soirée. La première de Griffin. Comment faire la différence entre une synchronicité et les émanations faites par le mental? On en parlait en début d'émission, entre qu'est-ce qu'une vraie synchronicité et Bah, la en synchronicité, opposition, et comment on la ressent en gros. Quels outils on utilise pour vraiment se dire, c'est là j'ai affaire à une synchronicité et pas juste à mon mental qui fabrique de faux hasards. il faut que immédiatement se présente à l'esprit l'émotion qui valide une interprétation. Le mental n'a même pas eu le temps d'imaginer. C'est-à-dire qu'il faut que ça chante le mental. C'est-à-dire que si il y a ne serait-ce qu'un petit temps pendant lequel le mental est capable de, parce que la personne a envie de vivre des synchronicités, donc elle veut voir des synchronicités partout, et donc là, le mental va la leurrer, d'accord? Donc non, il faut lâcher prise, il faut avoir complètement oublié toute idée de vouloir vivre une synchronicité. Faut pas chercher. Si on est dans l'idée, dans l'attente d'une synchronicité, on peut être sûr à 99%, même 100% qu'elle va pas se produire. Ou qu'on va se leurrer lorsqu'on va avoir l'impression qu'elle va se produire. Donc, c'est l'émotion qui va valider la réalité. Et ensuite, l'improbabilité. Donc là, peut-être il faut être un peu matheux, mais il faut être capable d'évaluer, d'avoir la lucidité d'évaluer que tel phénomène est très improbable ou pas. Voilà. Il faut que ce soit très improbable et il faut que ce soit validé par l'émotion. Très bien. Donc, demander un signe à l'univers, ou à Dieu, ou à n'importe quelle entité supérieure, ne nous amènera pas des véritables synchronicités. Si, ça peut. Ah, Mais à condition qu'on ait oublié la demande. voilà. Donc, ce ne sera pas immédiat. Voilà. Par exemple, je marche dans la rue, je pose, moi je parle à l'univers, mais chacun parle à qui il veut. Mais je marche dans la rue, je dis à l'univers, donne-moi un élément de réponse, une orientation pour une grande question que je me pose. Si je vois un camion tout de suite passer avec une phrase, euh, Faut pas les conditions, non, non. Ah ben, ouais, oui, oui, non, mais bon. Effectivement, ça peut arriver très vite. mais en tout cas, je le ressentirai. Ça arrive que, effectivement, à peine on demande un truc et paf, on reçoit la réponse. Ça arrive. Mais là, on n'est pas dans une projection. Mais bon, faut faire attention avec ces choses-là quand même, hein. Dernière question, une nouvelle question de Griffin qui vous demande un petit mot sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir. C'est des thématiques qui sont en vogue, qui suscitent beaucoup de questionnements auprès de nos auditeurs et dans la société en général. Je vous parlais tout à l'heure des conséquences de ce changement de paradigme sur la société. Peut-être que là, on va pouvoir, avec le transhumanisme, les voir directement. En tout cas, je vous laisse nous dire quelques mots sur ces deux thématiques, intelligence artificielle et transhumanisme. Alors, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas intelligente, ou alors c'est juste de l'intelligence humaine accompagnée d'un bel outil. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect outil là-dedans, mais l'intelligence, c'est l'intelligence de l'utilisateur en premier, l'intelligence du développeur, l'intelligence de la société qui voit venir le business et donc qui va essayer de faire confiance, l'intelligence dans toutes les ressources du web qui vont être, etc. Tout ça, c'est de l'intelligence humaine, d'accord? Et simplement, on a un outil qui est capable d'aller chercher l'information pertinente et de la formuler d'une façon pertinente parce qu'elle respecte les règles grammaticales. Mais ça, c'est de la technique. On est en face d'un outil, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Encore moins de conscience, d'accord? Donc, par contre, effectivement, les transhumanistes, enfin les matérialistes, ont envie, comme ils pensent que l'intelligence, c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer artificiellement, eux, ils sont prêts à dire tout de suite, là, puisqu'ils considèrent déjà que l'intelligence humaine, c'est du calcul. Alors évidemment, ils font facilement l'amalgame avec le calcul représenté par l'outil, alors que l'intelligence humaine n'est pas basée sur le calcul, hein. L'intelligence humaine, c'est le grand physicien Penrose qui l'a affirmé le premier. L'intelligence n'est pas computationnelle, d'accord. La conscience encore moins. Voilà.
Et donc les matérialistes se leurrent complètement. Ben, il faut les laisser vivre les conséquences, hein. Bon, ok. Et bon, donc on n'a pas encore d'intelligence artificielle. On n'a pas, ça n'existe pas. Pour avoir une véritable intelligence artificielle, il faut avoir un système artificiel qui est capable d'apprendre de son environnement des choses qui peuvent intéresser un être humain, et c'est pas le cas. Hein, c'est pas le on est loin du compte, on n'est même pas capable, donc toute tentative de faire ça, par exemple, même ne serait-ce qu'en exploitant l'immense base de données qui est sur le web, on n'est pas capable de développer des outils intelligents qui vont dire, imaginons un robot, voilà, l'espèce humaine a fait tout ça, vous devriez quand même en déduire que ceci est vrai. Bon, mais ça, on n'est pas capable de le faire parce que de toute façon, c'est juste impossible, et qu'en plus, on n'a pas les ressources pour comprendre quelle est la nature du vrai. Parce que dans la nature du vrai, il y a automatiquement l'émotionnel qui rentre en jeu, parce que c'est toujours l'émotionnel qui valide le vrai. Et là, on rentre dans l'intelligence vibratoire. Et sans intelligence vibratoire, c'est-à-dire alors sans conscience vibratoire, il ne peut pas y avoir d'accès à l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au vrai, d'accéder au vrai, tout reste relatif par rapport à une problématique humaine, bien sûr, mais ça ne peut être que validé par quelque chose de vibratoire. Bon, là, j'ai conscience d'aller un peu trop vite, hein. Il faut regarder, écouter par exemple les, les entrevues que j'ai avec Lucie, mon épouse, où je développe ça plus doucement. Mais en tout cas, la vraie intelligence, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est fondée sur la conscience et sur l'intelligence vibratoire, et donc sur la conscience. Elle implique des choix, et aucun choix ne peut être fait par une machine. Aucun choix ne peut être fait par un algorithme. Je suis un spécialiste des algorithmes, je peux vous le dire. On peut faire des faux choix, on peut simuler des choix, mais ce ne sont pas des choix, puisque tout ça, c'est déterminé à l'avance par le programme. Et alors le programme va peut-être s'adapter à un environnement, mais on est loin d'une intelligence qui va prendre en compte toute une vie entière dans un environnement. Donc non, on est loin du compte. Est-ce qu'il faut comprendre derrière ce que vous venez de nous dire qu'on n'a pas d'appréhension à avoir, j'ai envie de dire d'appréhension aux science-fiction. Moi, je suis la génération Terminator, Skynet, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir peur de l'intelligence artificielle, ou pour l'instant, c'est pas quelque chose qui pourrait être néfaste et dangereux pour l'humanité? Non, moi j'ai peur par compassion pour ceux qui, par erreur, vont se lancer là-dedans et vont fabriquer des systèmes dans lesquels ils vont faire très 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 mal biologiquement à l'organisme humain, si on nous met des puces dans le cerveau, etc. J'ai peur pour ceux qui vont subir ça, et je suis rempli de compassion pour l'incompréhension des gens qui vont essayer de développer ces affaires-là. Je me dis, bon, de toute façon, on ne peut pas les convaincre, il faut les laisser faire leurs expériences de l'horreur, et à l'issue des expériences de l'horreur, ben bon, ils vont apprendre, et puis voilà quoi. Bon, mais moi, je veux pas rentrer là-dedans, c'est tellement horrible que je veux pas. Je rentre là. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, d'ailleurs, faut éviter de rentrer dans toutes ces horreurs qui ne dépendent pas de nous, qui sont créées par un système complètement erroné, qui est mort d'ailleurs, qui est en train de sombrer, qui est en panique totale. Il faut surtout pas croire cet état d'esprit complotiste qui disent oui, tout est planifié, ils ont tout prévu, etc. Surtout, il faut laisser tomber toutes ces conneries, d'accord? Il n'y a rien de planifié. Bien sûr qu'il y a des choses planifiées. Bon, bien sûr qu'il y a des complots. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de complot. Bien sûr que la vaccination, de manière à nous emmener vers le contrôle numérique, c'est planifié, mais ça ne veut pas dire que c'est calculé depuis le départ. Enfin bon, je veux dire, il faut éviter de rentrer dans tout ça. Il faut arrêter de voir de la noirceur chez les gens qui nous dirigent. Il faut juste comprendre qu'il est normal, parce que c'est le piège du matérialisme, il est normal qu'étant matérialiste,
Et on peut même pas leur reprocher de vouloir aller vers une société transhumaine, mais comme c'est une erreur fondamentale, ils vont se planter et il va y avoir des horreurs de fait. Et donc, il faut se désolidariser de ça en se disant, nous, on ne veut pas vivre comme ça. On va les laisser vivre les conséquences de leurs erreurs. On évite de se mêler à ça. Nous, on est des humains et on ne rentre pas là-dedans. Voilà. Voilà qui est parfaitement clair. Philippe, avant que nous ne mettions un point final à cette soirée, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs, un message à faire passer, peut-être autour du livre? Je sais qu'un des principes du livre, c'était de fractionner les éléments et d'arriver à des résumés de plus en plus courts les uns que les autres. C'était le jeu entre les 4 protagonistes du livre pour arriver à donner une présentation du livre la plus succincte possible. Peut-être pourriez-vous renouveler l'exercice et nous finir cette émission en quelques mots, quelques phrases sur le contenu du livre et ce que nos auditeurs vont y trouver en se plongeant dedans. Bon, alors le message principal que j'ai voulu faire passer dans ce livre, c'est cette réalité. Moi, je veux bien me faire le garant de ça, de cette réalité que nous créons notre meilleur futur de manière vibratoire. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. On le rêve, on le rêve, on le ressent. Alors, on le capte d'abord. C'est-à-dire qu'on est tout le monde n'est pas forcément en mesure de comprendre le sens de sa vie, mais c'est toujours bien de faire un travail sur soi pour trouver un sens à sa vie. Et à ce moment-là, on va vers la meilleure vibration qu'on puisse développer pour peu qu'on se trouve une utilité dans l'existence qui nous fasse plaisir. Hein, voilà. Donc normalement, quelqu'un qui a trouvé le vrai sens à sa vie, c'est quelqu'un dont l'idée de se réaliser d'une certaine manière le met en joie. Bon, à partir de là, ça c'est le truc principal, essayer de vivre cet état d'esprit, essayer de vibrer cette confiance, essayer de vibrer cette foi, et de ne pas tomber dans les pièges de la peur et du conditionnement qui nous sont aujourd'hui plus ou moins imposés. Alors surtout ne pas arrêter de regarder la télé, surtout ne pas trop aller mais vite fait juste comme ça pour pas rester complètement en dehors du coup, voir peut-être sur Telegram ou d'autres réseaux qu'est-ce qui se passe un peu, où là on va peut-être trouver une meilleure interprétation ou disons une interprétation alternative des choses, plus neutre, et se rassurer. Voilà, donc mais quand même essayer dans la mesure du possible de ne pas s'investir dans cette noirceur, de ne pas s'affoler parce qu'il y aurait quelque chose à faire absolument, qu'il faut communiquer aux autres. Non, le boulot il est fait. Le système il est déjà en train de sombrer, il n'y a pas besoin de l'aider à tomber. Tout ça, c'est juste que ça prend du temps. Donc il n'y a rien à faire pour aider le système matérialiste actuel à tomber parce que ça va arriver automatiquement. Et donc, il vaut mieux penser, s'investir dans le nouveau futur, réfléchir à la mise en lien, comment se mettre en lien avec les autres, comment apprendre à vivre de nouvelles façons, de nouveaux rapports humains, et puis découvrir tout ça, quoi. Et puis, si on veut, aussi s'intéresser à toutes ces choses extraordinaires qui pointent le bout du nez. Voilà, on peut même... Enfin bon. Voilà le message, c'est un message extrêmement positif, mais qui est fondamental. C'est parce qu'il faut qu'on la tendance extrêmement triste actuelle à nous faire peur, à croire qu'on va vers la fin du monde ou des choses comme ça, à croire qu'on va mourir. Ça, à la limite, c'est le meilleur je veux dire, c'est même pas grave. Il faut arrêter d'avoir peur de la mort. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, enfin, je sais pas. Voilà. Arrêtez d'avoir peur, moi ça me semble être un bon leitmotiv à appliquer. Voilà, j'ai vibré ce que je voulais dire et que ça devrait suffire. Voilà. Merci beaucoup Philippe Guillemont pour le temps que vous nous avez consacré ce soir. C'était un plaisir de vous accueillir pour cette première sur Nuria TV. J'espère que j'aurai l'occasion peut-être une prochaine fois, peut-être sur ce nouveau livre. J'ai noté un livre sur les ovnis. Je vais noter dans mon calendrier la date de sortie, mais ça ce sera dans les longs mois à venir. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Continuez à vibrer haut et fort. Et encore merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à toi, merci à vous.
Merci à vous tous. Mes chers Nuréens, merci à vous, merci d'avoir été présents ce soir en très grand nombre, merci pour vos interventions sur le chat, vos questions, vos échanges. Un gros bisou à toute l'équipe de modération qui était présente ce soir, et je voulais aussi faire un petit coucou à mon amie Marie qui n'était pas sur le chat, ou en tout cas je l'ai pas vue, mais qui est au Canada ce soir. Donc voilà, je l'embrasse. Les Nuréens, moi je vous dis prenez soin de vous. Je vous rappelle aussi cet ouvrage, là pour nos amis les lecteurs, La physique du futur lumineux. C'est le nouvel ouvrage de Philippe Guillemont. Moi, je l'ai dévoré et j'espère que vous serez nombreux à en faire de même. On se retrouve, écoutez, dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao!